René Guénon, Mélange. Chapitre Les conditions de l'existence corporelle. Article publié dans la revue La Gnose en janvier 1912. D'après le Sankhya de Kapila, il existe 5 tanmatras, ou essences élémentaires, perceptibles, ou plutôt conceptibles, idéalement, mais incompréhensibles et insaisissables sous un mode quelconque de la manifestation universelle, parce que non manifestées elles-mêmes. Pour cette même raison, il est impossible de leur attribuer des dénominations particulières, car elles ne peuvent être définies par aucune représentation formelle. Petite note, on ne peut que les désigner par analogie avec les différents ordres de qualités sensibles, car c'est par là seulement que nous pouvons les connaître indirectement dans quelques-uns de leurs effets particuliers, en tant que nous appartenons, comme êtres individuels et relatifs, au monde de la manifestation. Fin de la note. Ces tanmatras sont les principes potentiels, ou pour employer une expression qui rappelle la doctrine de Platon, les idées archétypes des 5 éléments du monde matériel physique, ainsi bien entendu que d'une indéfinité d'autres modalités de l'existence manifestée, correspondant analogiquement à ces éléments dans les degrés multiples de cette existence. Et selon la même correspondance, ces idées principielles impliquent aussi en puissance, respectivement, les 5 conditions dont les combinaisons constituent les délimitations de cette possibilité particulière de manifestation que nous appelons l'existence corporelle. Ainsi, les 5 tanmatras ou idées principielles sont les éléments essentiels, cause primordiale des 5 éléments substantiels de la manifestation physique, qui n'en sont que des déterminations particulières, des modifications extérieures. Sous cette modalité physique, il s'exprime dans les 5 conditions selon lesquelles se formulent les lois de l'existence corporelle. Petite note. Les 5 tanmatras ne peuvent cependant pas être considérés comme étant manifestés par ces conditions, non plus que par les éléments et par les qualités sensibles qui correspondent à ceux-ci. Mais c'est au contraire par les 5 tanmatras en tant que principe, support et fin que toutes ces choses sont manifestées, et ensuite tout ce qui résulte de leur combinaison indéfinie. Fin de la note. La loi, intermédiaire entre le principe et la conséquence, traduit la relation de la cause à l'effet, relation dans laquelle on peut regarder la cause comme active et l'effet comme passif, ou de l'essence à la substance, considérée comme l'A et le T, les 2 points extrêmes de la modalité de manifestation que l'on envisage, et qui, dans l'universalité de leur extension, le sont de même pour chaque modalité. Mais ni l'essence ni la substance n'appartiennent en elles-mêmes au domaine de cette manifestation, pas plus que les 2 extrémités de l'yin-yang ne sont contenues dans le plan de la courbe cyclique. Elles sont de part et d'autre de ce plan, et c'est pourquoi, en réalité, la courbe de l'existence n'est jamais fermée. Les 5 éléments du monde physique sont, comme on le sait, l'éther, akasha, l'air, vayu, le feu, tejas, l'eau, apa, et la terre, prithvi. Petite note, chacun de ces éléments primitifs est appelé bhuta, de bhu, être, plus particulièrement au sens de subsister. Ce terme bhuta implique donc une détermination substantielle, ce qui correspond bien en effet à la notion d'élément corporel. Fin de la note. L'ordre dans lequel ils sont énumérés est celui de leur développement, conformément à l'enseignement du Veda. Petite note. L'origine de l'éther et de l'air, non mentionnée dans le texte du Veda, où la genèse des 3 autres éléments est décrite et indiquée dans un autre passage, Taittiriaka Upanishad. Fin de la note.
On a souvent voulu assimiler les éléments aux différents états ou degrés de condensation de la matière physique, se produisant à partir de l'éther primordial homogène, qui remplit toute l'étendue, unissant ainsi entre elles toutes les parties du monde corporel à ce point de vue. On fait correspondre en allant du plus dense au plus subtil, c'est-à-dire dans l'ordre inverse de celui de leur différenciation. La terre à l'état solide, l'eau à l'état liquide, l'air à l'état gazeux et le feu à un état encore plus raréfié, assez semblable à l'état radiant, récemment découvert par les physiciens et actuellement étudié par eux, à l'aide de leurs méthodes spéciales d'observation et d'expérimentation. Ce point de vue renferme assurément une part de vérité, mais il est trop systématique, c'est-à-dire trop étroitement particularisé, et l'ordre qu'il établit dans les éléments diffère du précédent sur un point, car il place le feu avant l'air et immédiatement après l'éther, comme s'il était le premier élément se différenciant au sein de ce milieu cosmique originel. Au contraire, d'après l'enseignement conforme à la doctrine orthodoxe, c'est l'air qui est ce premier élément, et cet air, élément neutre, ne contenant qu'en puissance la dualité active-passive, produit en lui-même, en se différenciant par polarisation, faisant passer cette dualité de la puissance à l'acte, le feu, élément actif, et l'eau, élément passif, on pourrait dire réactif, c'est-à-dire agissant en mode réfléchi, corrélativement à l'action en mode spontané de l'élément complémentaire, dont l'action et réaction réciproque donnent naissance, par une sorte de cristallisation ou de précipitation résiduelle, à la Terre, élément terminant et final de la manifestation corporelle. Nous pourrions considérer plus justement les éléments comme différentes modalités vibratoires de la matière physique, modalités sous lesquelles elle se rend perceptible successivement, en succession purement logique bien entendu, à chacun des sens de notre individualité corporelle. D'ailleurs, tout ceci sera suffisamment expliqué et justifié par les considérations que nous allons avoir à exposer dans la suite de cette étude. Nous devons, avant tout, établir que l'éther et l'air sont des éléments distincts, contrairement à ce que soutiennent quelques écoles hétérodoxes. Mais pour rendre plus compréhensible ce que nous dirons sur cette question, nous rappellerons d'abord que les 5 conditions à l'ensemble desquelles est soumise l'existence corporelle sont l'espace, le temps, la matière, la forme et la vie. Par suite, on peut, pour réunir en une seule définition l'énoncé de ces 5 conditions, dire qu'un corps est une forme matérielle vivant dans le temps et dans l'espace. D'autre part, lorsque nous employons l'expression « monde physique », c'est toujours comme synonyme de domaine de la manifestation corporelle. Ce n'est que provisoirement que nous avons énuméré ces conditions dans l'ordre précédent, sans préjuger de rien à l'égard des relations qui existent entre elles, jusqu'à ce que nous ayons, au cours de notre exposé, déterminé leur correspondance respective avec les 5 sens et avec les 5 éléments, qui d'ailleurs sont tous semblablement soumis à l'ensemble de ces 5 conditions. Akasha, l'éther, qui est considéré comme l'élément le plus subtil et celui dont procèdent tous les autres, formant par rapport à son unité primordiale un quaternaire de manifestation, occupe tout l'espace physique, ainsi que nous l'avons dit. Pourtant, ce n'est pas immédiatement par lui que cet espace est perçu. Sa qualité particulière n'est pas l'étendue, mais le son. Ceci nécessite quelques explications. En effet, l'éther, envisagé en lui-même, est primitivement homogène. Sa différenciation, qui engendre les autres éléments, en commençant par l'air, a pour origine un mouvement élémentaire se produisant à partir d'un point initial quelconque dans ce milieu cosmique indéfini. Ce mouvement élémentaire est le prototype du mouvement vibratoire de la matière physique. Au point de vue spatial, il se propage autour de son point de départ en mode isotrope, c'est-à-dire par des ondes concentriques en vortex hélicoïdal, suivant toutes les directions de l'espace, ce qui constitue la figure d'une sphère indéfinie ne se fermant jamais.
Pour marquer déjà les rapports qui relient entre elles les différentes conditions de l'existence corporelle, telles que nous les avons précédemment énumérées, nous ajouterons que cette forme sphérique est le prototype de toutes les formes. Elle les contient toutes en puissance, et sa première différenciation en mode polarisé peut être représentée par la figuration de l'yin-yang. Ainsi qu'il est facile de s'en rendre compte en se reportant par exemple à la conception symbolique de l'androgyne de Platon. Le mouvement, même élémentaire, suppose nécessairement l'espace, ainsi que le temps, et l'on peut même dire qu'il est en quelque sorte la résultante de ces deux conditions, puisqu'il en dépend nécessairement, comme l'effet dépend de la cause, dans laquelle il est impliqué en puissance. Mais ce n'est pas le mouvement élémentaire par lui-même qui nous donne immédiatement la perception de l'espace, ou plus exactement de l'étendue. En effet, il importe de bien remarquer que, quand nous parlons du mouvement qui se produit dans l'éther à l'origine de toute différenciation, il ne s'agit exclusivement que du mouvement élémentaire, que nous pouvons appeler mouvement ondulatoire ou vibratoire simple, de longueur d'onde et de période infinitésimale. Pour indiquer son mode de propagation, qui est uniforme dans l'espace et dans le temps, ou plutôt la représentation géométrique de celui-ci. C'est seulement en considérant les autres éléments que nous pourrons envisager des modifications complexes de ce mouvement vibratoire, modifications qui correspondent pour nous à divers ordres de sensations. Ceci est d'autant plus important que c'est précisément sur ce point que repose toute la distinction fondamentale entre les qualités propres de l'éther et celles de l'air. Nous devons nous demander maintenant quelle est, parmi les sensations corporelles, celle qui nous présente le type sensible du mouvement vibratoire, qui nous le fait percevoir en mode direct, sans passer par l'une ou l'autre des diverses modifications dont il est susceptible. Or, la physique élémentaire elle-même nous enseigne que ces conditions sont remplies par la vibration sonore, dont la longueur d'onde est comprise, de même que la vitesse de propagation, dans les limites appréciables à notre perception sensible. On peut donc dire par suite que c'est le sens de l'ouïe qui perçoit directement le mouvement vibratoire. Ici, on objectera sans doute que ce n'est pas la vibration éthérique qui est ainsi perçue en mode sonore, mais bien la vibration d'un milieu gazeux, liquide ou solide. Il n'en est pas moins vrai que c'est l'éther qui constitue le milieu originel de propagation du mouvement vibratoire, lequel, pour entrer dans les limites de perceptibilité qui correspondent à l'étendue de notre faculté auditive, doit seulement être amplifié par sa propagation à travers un milieu plus dense, matière pondérable, sans perdre pour cela son caractère de mouvement vibratoire simple, mais sa longueur d'onde et sa période n'étant plus alors infinitésimales. Pour manifester ainsi la qualité sonore, il faut que ce mouvement la possède déjà en puissance, directement, dans son milieu originel. L'éther, dont par conséquent cette qualité a l'état potentiel d'indifférenciation primordiale, constitue bien la nature caractéristique par rapport à notre sensibilité corporelle. D'autre part, si l'on recherche quel est celui des 5 sens par lequel le temps nous est plus particulièrement manifesté, il est facile de se rendre compte que c'est le sens de l'ouïe. C'est d'ailleurs là un fait qui peut être vérifié expérimentalement par tous ceux qui sont habitués à contrôler l'origine respective de leurs diverses perceptions. La raison pour laquelle il en est ainsi est la suivante. Pour que le temps puisse être perçu matériellement, c'est-à-dire entrer en relation avec la matière, en ce qui concerne spécialement notre organisme corporel, il faut qu'il devienne susceptible de mesure. Car c'est là, dans le monde physique, un caractère général, toute qualité sensible lorsqu'on la considère en tant que telle. Or, il ne l'est pas directement pour nous, parce qu'il n'est pas divisible en lui-même, et que nous ne concevons la mesure que par la division, du moins d'une façon usuelle et sensible, car on peut cependant concevoir de tout autre mode de mesure, par exemple l'intégration. Le temps ne sera donc rendu mesurable qu'autant qu'il s'exprimera en fonction d'une variable divisible,
Et comme nous le verrons un peu plus loin, cette variable ne peut être que l'espace, la divisibilité étant une qualité essentiellement inhérente à celui-ci. Par suite, pour mesurer le temps, il faudra l'envisager en tant qu'il entre en relation avec l'espace, qu'il s'y combine en quelque sorte, et le résultat de cette combinaison est le mouvement, dans lequel l'espace parcouru, étant la somme d'une série de déplacements élémentaires envisagés en mode successif, c'est-à-dire précisément sous la condition temporelle, est fonction du temps employé pour le parcourir. La relation qui existe entre cet espace et ce temps exprime la loi du mouvement considéré. Inversement, le temps pourra alors s'exprimer de même en fonction de l'espace, en renversant le rapport considéré précédemment comme existant entre ces deux conditions dans un mouvement déterminé. Ceci revient à considérer ce mouvement comme une représentation spatiale du temps. La représentation la plus naturelle sera celle qui se traduira numériquement par la fonction la plus simple. Ce sera donc un mouvement oscillatoire, rectiligne ou circulaire, uniforme, c'est-à-dire de vitesse ou de période oscillatoire constante, qui peut être regardé comme n'étant qu'une sorte d'amplification, impliquant d'ailleurs une différenciation par rapport aux directions de l'espace, du mouvement vibratoire élémentaire, puisque tel est aussi le caractère de la vibration sonore. On comprend immédiatement par là que ce soit l'ouïe qui, parmi les sens, nous donne spécialement la perception du temps. Une remarque qu'il nous faut ajouter dès maintenant, c'est que si l'espace et le temps sont les conditions nécessaires du mouvement, ils n'en sont point les causes premières. Ils sont eux-mêmes des effets, au moyen desquels est manifesté le mouvement. Autres effets, secondaires par rapport au précédent, qui peuvent être regardés en ce sens comme ses causes immédiates, puisqu'il est conditionné par eux. Des mêmes causes essentielles, qui contiennent potentiellement l'intégralité de tous leurs effets, et qui se synthétisent dans la cause totale et suprême, conçue comme la puissance universelle, illimitée et inconditionnée. D'autre part, pour que le mouvement puisse se réaliser en acte, il faut quelque chose qui soit mu, autrement dit, une substance, au sens étymologique du mot, sur laquelle il s'exerce. Ce qui est mu, c'est la matière, qui n'intervient ainsi dans la production du mouvement que comme condition purement passive. Les réactions de la matière soumise au mouvement, puisque la passivité implique toujours une réaction, développent en elle les différentes qualités sensibles, qui, comme nous l'avons déjà dit, correspondent aux éléments dont les combinaisons constituent cette modalité de la matière que nous connaissons, en tant qu'objet non de perception mais de pure conception, comme le substratum de la manifestation physique. Dans ce domaine, l'activité n'est donc pas inhérente à la matière et spontanée en elle. Elle lui appartient d'une façon réflexe en tant que cette matière coexiste avec l'espace et le temps. Et c'est cette activité de la matière en mouvement qui constitue non pas la vie en elle-même, mais la manifestation de la vie dans le domaine que nous considérons. Le premier effet de cette activité est de donner à cette matière la forme, car elle est nécessairement informe tant qu'elle est à l'état homogène et indifférencié, qui est celui de l'éther primordial. Elle est seulement susceptible de prendre toutes les formes qui sont potentiellement contenues dans l'extension intégrale de sa possibilité particulière. On peut donc dire que c'est aussi le mouvement qui détermine la manifestation de la forme en mode physique ou corporel. Et de même que toute forme procède par différenciation de la forme sphérique primordiale, tout mouvement peut se réduire à un ensemble d'éléments dont chacun est un mouvement vibratoire hélicoïdal, qui ne se différenciera du vortex sphérique élémentaire qu'autant que l'espace ne sera plus envisagé comme isotrope. Nous avons déjà eu ici à considérer l'ensemble des 5 conditions de l'existence corporelle, et nous aurons à y revenir, à des points de vue différents, à propos de chacun des 4 éléments dont il nous reste à étudier les caractères respectifs. Vayu est l'air, et plus particulièrement l'air en mouvement,
ou considéré comme principe du mouvement différencié, car ce mot, dans sa signification primitive, désigne proprement le souffle ou le vent. La mobilité est donc considérée comme la nature caractéristique de cet élément, qui est le premier différencié à partir de l'éther primordial, et qui est encore neutre comme celui-ci, la polarisation extérieure ne devant apparaître que dans la dualité en mode complémentaire du feu et de l'eau. En effet, cette première différenciation nécessite un mouvement complexe, constitué par un ensemble, combinaison ou coordination, de mouvements vibratoires élémentaires, et déterminant une rupture de l'homogénéité du milieu cosmique, en se propageant, suivant certaines directions particulières et déterminées, à partir de son point d'origine. Dès que cette différenciation a lieu, l'espace ne doit donc plus être regardé comme isotrope. Il peut au contraire être rapporté alors à un ensemble de plusieurs directions définies, prises comme axes de coordonnées, et qui, servant à le mesurer dans une portion quelconque de son étendue, et même théoriquement dans la totalité de celle-ci, sont ce qu'on appelle les dimensions de l'espace. Ces axes de coordonnées seront, du moins dans la notion ordinaire de l'espace dit euclidien, qui correspond directement à la perception sensible de l'étendue corporelle, 3 diamètres orthogonaux du sphéroïde indéfini qui comprend toute l'étendue de son déploiement. Et leur centre pourra être un point quelconque de cette étendue, laquelle sera alors considérée comme le produit du développement de toutes les virtualités spatiales contenues dans ce point, principiellement indéterminé. Il importe de remarquer que le point en lui-même n'est nullement contenu dans l'espace et ne peut en aucune façon être conditionné par celui-ci, puisque c'est au contraire lui qui crée de son ipséité dédoublée ou polarisée en essence et substance, ce qui revient à dire qu'il le contient en puissance. C'est l'espace qui procède du point, et non le point qui est déterminé par l'espace. Mais secondairement, toute manifestation, modification extérieure n'étant que contingente et accidentelle par rapport à sa nature intime, le point se détermine lui-même dans l'espace pour réaliser l'extension actuelle de ses potentialités d'indéfinie multiplication, de lui-même par lui-même. On peut encore dire que ce point primordial et principiel remplit tout l'espace par le déploiement de ses possibilités, envisagées en mode actif dans le point lui-même, effectuant dynamiquement l'étendue, et en mode passif dans cette même étendue réalisée statiquement. Il se situe seulement dans cet espace lorsqu'il est considéré dans chaque position particulière qu'il est susceptible d'occuper, c'est-à-dire dans celle de ses modifications qui correspond précisément à chacune de ses possibilités spéciales. Ainsi, l'étendue existe déjà à l'état potentiel dans le point lui-même. Elle commence d'exister à l'état actuel seulement dès que ce point, dans sa manifestation première, s'est en quelque sorte dédoublé pour se placer en face de lui-même, car on peut alors parler de la distance élémentaire entre deux points, bien que ceux-ci ne soient en principe et en essence qu'un seul et même point. Tandis que lorsqu'on ne considérait qu'un point unique, ou plutôt lorsqu'on ne considérait le point que sous l'aspect de l'unité principielle, il ne pouvait évidemment pas être question de distance. Cependant, il faut bien remarquer que la distance élémentaire n'est que ce qui correspond à ce dédoublement dans le domaine de la représentation spatiale ou géométrique, qui n'a pour nous que le caractère d'un symbole. Métaphysiquement, si l'on regarde le point comme représentant l'être avec un grand E, dans son unité et son identité principielle, c'est-à-dire Atma, en dehors de toute condition spéciale ou détermination et de toute différenciation, ce point lui-même, son extériorisation, qui peut être considérée comme son image dans laquelle il se réfléchit, et la distance qui les joint, en même temps qu'elle les sépare, et qui marque la relation existant entre l'un et l'autre, relation qui implique un rapport de causalité, indiqué géométriquement par le sens de la distance, envisagé comme segment dirigé et allant du point cause vers le point effet, correspondent respectivement aux 3 termes du ternaire que nous avons eu à distinguer dans l'être, considéré comme se connaissant lui-même, c'est-à-dire en bouddhi. Termes qui, en dehors de ce point de vue, sont parfaitement identiques entre eux et qui sont désignés comme Sat, Chit et Ananda.
Nous disons que le point est le symbole de l'être dans son unité. Ceci peut en effet se concevoir de la façon suivante. Si l'étendue a une dimension où la ligne est mesurée quantitativement par un nombre A, la mesure quantitative de l'étendue à 2 dimensions ou de la surface sera de la forme A puissance 2. Et celle de l'étendue à 3 dimensions ou de volume sera de la forme A puissance 3. Ainsi, ajouter une dimension à l'étendue équivaut à augmenter d'une unité l'exposant de la quantité correspondante, qui est la mesure de cette étendue. Et inversement, enlever une dimension à l'étendue équivaut à diminuer ce même exposant d'une unité si l'on supprime la dernière dimension, celle de la ligne, et par suite la dernière unité de l'exposant. Géométriquement, il reste le point, et numériquement, il reste A puissance 0, c'est-à-dire au point de vue algébrique, l'unité elle-même, ce qui identifie bien quantitativement le point de cette unité. C'est donc une erreur de croire, comme le font certains, que le point ne peut correspondre numériquement qu'au 0, car il est déjà une affirmation, celle de l'être pur et simple dans toute son universalité. Sans doute, il n'a aucune dimension parce que, en lui-même, il n'est point situé dans l'espace, qui, comme nous l'avons dit, comprend seulement l'indéfinité de ses manifestations, ou de ses déterminations particulières. N'ayant aucune dimension, il n'a évidemment par là même aucune forme non plus. Mais dire qu'il est informe ne revient nullement à dire qu'il n'est rien, car c'est ainsi que le 0 est considéré par ceux qui lui assimilent le point. Et d'ailleurs, quoique sans forme, il contient en puissance l'espace, qui réalisé en acte sera à son tour le contenant de toutes les formes, dans le monde physique tout au moins. Nous avons dit que l'étendue existe en acte dès que le point s'est manifesté en s'extériorisant, puisqu'il l'a réalisé par là même. Mais il ne faudrait pas croire que ceci assigne à l'étendue un commencement temporel, car il ne s'agit que d'un point de départ purement logique, d'un principe idéal de l'étendue comprise dans l'intégralité de son extension, et non limité à la seule étendue corporelle. Le temps intervient seulement lorsqu'on envisage les 2 positions du point comme successives, alors que d'autre part, la relation de causalité qui existe entre elles implique leur simultanéité. C'est aussi en tant que l'on envisage cette première différenciation sous l'aspect de la succession, c'est-à-dire en mode temporel, que la distance qui en résulte, comme intermédiaire entre le point principiel et sa réflexion extérieure, le premier étant supposé s'être immédiatement situé par rapport à la seconde, peut être regardée comme mesurant l'amplitude du mouvement vibratoire élémentaire dont nous avons parlé précédemment. Cependant, sans la coexistence de la simultanéité avec la succession, le mouvement lui-même ne serait pas possible, car alors, ou le point mobile, ou du moins considéré comme tel au cours de son processus de modification, serait là où il n'est pas, ce qui est absurde, ou il ne serait nulle part, ce qui revient à dire qu'il n'y aurait actuellement aucun espace où le mouvement puisse se produire en fait. C'est à cela que se réduisent en somme tous les arguments qui ont été émis contre la possibilité du mouvement, notamment par certains philosophes grecs. Cette question est d'ailleurs de celles qui embarrassent le plus les savants et les philosophes modernes. Sa solution est pourtant fort simple, et elle réside précisément, comme nous l'avons déjà indiqué ailleurs, dans la coexistence de la succession et de la simultanéité. Succession dans les modalités de la manifestation, à l'état actuel, mais simultanéité en principe, à l'état potentiel, rendant possible l'enchaînement logique des causes et des effets. Tout effet étant impliqué et contenu en puissance dans sa cause, qui n'est en rien affecté ou modifié par l'actualisation de cet effet. Au point de vue physique, la notion de succession est attachée à la condition temporelle et celle de la simultanéité à la condition spatiale. C'est le mouvement résultant, quant à son passage de la puissance à l'acte, de l'union ou de la combinaison de ces 2 conditions qui concilie ou équilibre les 2 notions correspondantes, en faisant coexister en mode simultané, au point de vue purement spatial, qui est essentiellement statique, un corps avec lui-même. L'identité étant ainsi conservée à travers toutes les modifications, contrairement à la théorie bouddhiste de la dissolubilité totale. En une série indéfinie de positions,
qui sont autant de modifications de ce même corps, accidentelles et contingentes, par rapport à ce qui constitue sa réalité intime, tant en substance qu'en essence. Positions qui sont d'ailleurs successives au point de vue temporel, cinétiques dans sa relation avec le point de vue spatial. D'autre part, puisque le mouvement actuel suppose le temps et sa coexistence avec l'espace, nous sommes amenés à formuler la remarque suivante. Un corps peut se mouvoir suivant l'une ou l'autre des trois dimensions de l'espace physique ou suivant une direction qui est la combinaison de ces trois dimensions, car quelle que soit en effet la direction, fixe ou variable de son mouvement, elle peut toujours se ramener à un ensemble plus ou moins complexe de composantes dirigées suivant les trois axes de coordonnées auxquels est rapporté l'espace considéré. Mais en outre, dans tous les cas, ce corps se meut toujours, et nécessairement dans le temps. Par suite, celui-ci deviendra une autre dimension de l'espace si l'on change la succession en simultanéité. En d'autres termes, supprimer la condition temporelle revient à ajouter une dimension supplémentaire à l'espace physique, dont le nouvel espace ainsi obtenu constitue un prolongement ou une extension. Cette quatrième dimension correspond donc à l'omniprésence dans le domaine considéré. Et c'est par cette transposition dans le non-temps que l'on peut concevoir la permanente actualité de l'univers manifesté. C'est aussi par là que s'explique, en remarquant d'ailleurs que toute modification n'est pas assimilable au mouvement, qui n'est qu'une modification extérieure d'un ordre spécial. Tous les phénomènes que l'on regarde vulgairement miraculeux ou surnaturels, bien à tort, puisqu'ils appartiennent encore au domaine de notre individualité actuelle, dans l'une ou l'autre de ces modalités multiples, car l'individualité corporelle n'en constitue qu'une très faible partie. Domaine dont la conception du temps immobile nous permet d'embrasser intégralement toute l'indéfinité. Revenons à notre conception du point remplissant toute l'étendue par l'indéfinité de ses manifestations, c'est-à-dire de ses modifications multiples et contingentes. Au point de vue dynamique, celles-ci doivent être considérées dans l'étendue, dont elles sont tous les points, comme autant de centres de force, dont chacun est potentiellement le centre même de l'étendue. Et la force n'est pas autre chose que l'affirmation, en mode manifesté, de la volonté de l'être, symbolisée par le point. Cette volonté étant, au sens universel, sa puissance active ou son énergie productrice, Shakti, indissolublement uni à lui-même et s'exerçant sur le domaine d'activité de l'être, c'est-à-dire avec le même symbolisme sur l'étendue elle-même envisagée passivement ou au point de vue statique, comme le champ d'action de l'un quelconque de ces centres de force. Ainsi, dans toutes ces manifestations et dans chacune d'elles, le point peut être regardé par rapport à ces manifestations comme se polarisant en mode actif et passif, ou si l'on préfère, direct et réfléchi. Le point de vue dynamique, actif ou direct, correspond à l'essence, et le point de vue statique, passif ou réfléchi, correspond à la substance. Mais bien entendu, la considération de ces deux points de vue, complémentaires l'un de l'autre, dans toute modalité de la manifestation, n'altère en rien l'unité du point principiel, non plus que de l'être dont il est le symbole. Et ceci permet de concevoir nettement l'identité fondamentale de l'essence et de la substance, qui sont, comme nous l'avons dit au début de cette étude, les deux pôles de la manifestation universelle. L'étendue considérée sous le point de vue substantiel n'est point distincte quant à notre monde physique de l'éther primordial, Akasha, tant qu'il n'y s'y produit pas un mouvement complexe déterminant une différenciation formelle. Mais l'indéfinité des combinaisons possibles de mouvements donne ensuite naissance dans cette étendue à l'indéfinité des formes, se différenciant toutes, ainsi que nous l'avons indiqué, à partir de la forme sphérique originelle. C'est le mouvement qui, au point de vue physique, est le facteur nécessaire de toute différenciation, donc la condition de toutes les manifestations formelles et aussi, simultanément, de toutes les manifestations vitales, les unes et les autres, dans le domaine considéré étant pareillement soumises au temps et à l'espace, et supposant d'autre part
un substratum matériel sur lequel s'exerce cette activité qui se traduit physiquement par le mouvement. Il importe de remarquer que toute forme corporelle est nécessairement vivante, puisque la vie est aussi bien que la forme une condition de toute existence physique. Cette vie physique comporte d'ailleurs une indéfinité de degrés, ces divisions les plus générales, à notre point de vue terrestre du moins, correspondant aux trois règnes, minéral, végétal et animal, mais sans que les distinctions entre ceux-ci puissent avoir plus qu'une valeur toute relative. Il résulte de là que dans ce domaine, une forme quelconque est toujours dans un état de mouvement ou d'activité, qui manifeste sa vie propre, que c'est seulement par une abstraction conceptuelle qu'elle peut être envisagée statiquement, c'est-à-dire en repos. C'est par la mobilité que la forme se manifeste physiquement et nous est rendue sensible. Et de même que la mobilité est la nature caractéristique de l'air, vayu, le toucher est le sens qui lui correspond en propre, car c'est par le toucher que nous percevons la forme d'une façon générale. Cependant, ce sens, en raison de son mode limité de perception, qui s'opère exclusivement par contact, ne peut pas nous donner encore directement, immédiatement, la notion intégrale de l'étendue corporelle à trois dimensions, ce qui appartiendra seulement au sens de la vue. Mais l'existence actuelle de cette étendue est déjà supposée ici par celle de la forme, puisqu'elle conditionne la manifestation de cette dernière, du moins dans le monde physique. D'autre part, en tant que l'air procède de l'éther, le son est aussi sensible en lui. Comme le mouvement différencié implique, ainsi que nous l'avons déjà établi plus haut, la distinction des directions de l'espace, le rôle de l'air dans la perception du son, à part sa qualité de milieu dans lequel s'amplifient les vibrations éthériques, consistera principalement à nous faire reconnaître la direction suivant laquelle ce son est produit par rapport à la situation actuelle de notre corps. Dans les organes physiologiques de l'ouïe, la partie qui correspond à cette perception de la direction, perception qui d'ailleurs ne devient effectivement complète qu'avec et par la notion de l'étendue à trois dimensions, constitue ce qu'on appelle les canaux semi-circulaires, lesquels sont précisément orientés suivant les trois dimensions de l'espace physique. Enfin, à un point de vue autre que celui des qualités sensibles, l'air est le milieu substantiel dont procède le souffle vital, prana. C'est pourquoi les 5 phases de la respiration et de l'assimilation, qui sont des modalités ou des aspects de celui-ci, sont dans leur ensemble identifiés à vayu. C'est là le rôle particulier de l'air en ce qui concerne la vie. Nous voyons donc que pour cet élément, comme pour le précédent, nous avons bien eu à considérer, ainsi que nous l'avions prévu, la totalité des 5 conditions de l'existence corporelle et leurs relations. Il en sera encore de même pour chacun des 3 autres éléments qui procèdent des 2 premiers et dont nous allons parler maintenant. Petite note, il n'y a pas de suite à cet article, le texte rédigé s'arrête ici.